Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, j'ai 4 romans à vous présenter et 2 œuvres graphiques que j'ai adorées, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La Proie de Philippe Arnaud aux éditions Sarbacane. C'est dans leur collection Exprime, donc plus pour les ados. C'est un livre qui m'a étonnée, surprise et que j'ai littéralement adoré. On suit une jeune fille qui s'appelle Théa. Alors au début on est au Cameroun, on la suit dans sa famille, elle va à l'école mais elle n'est pas très douée pour l'école. Elle nous parle de sa cousine qui est également sa meilleure amie, elle nous parle de sa famille, de sa terre, de son pays. Jusqu'au jour où en fait un couple de Français va proposer à ses parents d'emmener Théa avec eux en France pour lui offrir tout ce qu'elle ne peut pas avoir au Cameroun. À savoir une meilleure éducation, l'accès à des écoles privées, à un très bon enseignement. Et c'est vrai que comme Théa s'en sort très mal à l'école au Cameroun, les parents se disent que ça peut être une solution. On nous montre bien au début du roman, en fait, quand ça se passe au Cameroun, qu'il y a quand même une espèce de fascination pour la France. On le sait tous d'ailleurs, que cette fascination existe. Qu'en France on est riche, qu'en France on a accès à tout et que la vie française est plus facile. Donc c'est vrai qu'ils vont pas vraiment demander l'avis de Théa et ils vont l'envoyer en France avec cette famille qu'elle ne connaît pas et avec laquelle elle n'a pas envie de partir puisqu'elle ne veut pas quitter sa terre natale, elle veut rester chez elle. Mais on va pas vraiment lui laisser le choix et elle va du coup partir au Cameroun avec cette famille. Elle va donc partir du Cameroun avec cette famille. Arrivée en France, au début elle va être inscrite à l'école avec les enfants de la famille. Ça se passe plus ou moins bien, on va quand même lui faire comprendre que ce serait sympa de filer un petit coup de main, ça va se passer voilà, plus ou moins bien. Sauf qu'en fait, le couple, donc ses parents accueillants entre guillemets, vont complètement changer. Le mari avait un poste au Cameroun, sauf qu'en revenant en France, sa mission était terminée, donc il a du mal à retrouver du travail. Sa femme, elle, va reprendre son poste de secrétaire de mairie, il me semble, et ça lui plaît pas du tout parce que c'est un poste qu'elle n'aime pas. Et la situation familiale va pas être très très belle en tout cas, et ça va beaucoup impacter la vie de Théa. Alors c'est pas vraiment que ça, mais la vie de Théa va être complètement bouleversée. Elle va passer son temps à mentir à sa famille quand elle leur envoie des SMS, parce qu'elle envoie quasiment que des SMS, en leur disant que tout va très bien, que la vie est très belle en France, alors qu'elle vit un véritable cauchemar. Alors je vais pas rentrer dans plus de détails parce que voilà, il faut découvrir ce roman, ça parle d'esclavagisme moderne, sachez-le. C'est assez dingue en fait. La première partie du roman, quand ça se déroule au Cameroun, j'étais pas vraiment dans l'histoire, ça me passionnait pas plus que ça. Et alors une fois qu'on est arrivé sur Paris et une fois que le roman prend un tournant aussi noir, j'arrivais plus à le lâcher, je voulais savoir ce qui allait lui arriver, c'était vraiment dingue en fait. Ce livre te met en colère parce que tu sais que ça existe. Tu te dis que voilà, les parents ont voulu bien faire, ils ont pas vendu leur fille, on leur a pas donné d'argent, ils ont juste voulu bien faire, ils pensaient réellement que ces gens étaient de bonnes intentions et qu'ils allaient aider leur gamine. Et en fin de compte non, c'est totalement faux, ils l'ont emmené sous un faux prétexte et l'exploitent complètement. Il y a des scènes très très dures dans ce roman, et cet enfant en fait, parce qu'elle arrive, il me semble qu'elle a 14 ans, cet enfant qui a toujours vécu dehors en fait, qui avait une grosse liberté, qui vivait dehors, qui voilà, se retrouve enfermée dans un petit appartement parisien. C'est comme s'il y avait une double prison en fait, ce cadre et ces gens. Enfin c'est assez... il est vraiment fort ce livre, il est extrêmement bien fait. Il y a un petit truc sur la fin qui m'a semblé un peu bizarre, mais ça m'a pas choqué plus que ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Je vous le recommande de tout cœur. Volontairement, je vous en dis pas plus parce que vraiment, je pense qu'il faut découvrir ce livre, il faut découvrir cette histoire et il faut rencontrer Théa, qui est hyper attachante en fait. Voilà, je vous préviens que ce livre peut pas vous laisser de marbre en fait. Il vous met en colère. Vous avez envie de plein de choses. Je sais que derrière je suis allée faire plein de recherches sur internet quand les romans traitent de sujets comme ça, en général derrière je fais plein de recherches. J'étais hors de moi. En tout cas à partir du moment où on arrive en France dans ce livre, j'ai été incapable de lâcher cette histoire. J'ai adoré, j'ai tout simplement adoré ce livre et je vous le recommande vraiment chaudement parce que finalement c'est un sujet qu'on aborde très peu dans les romans young adult, parce que c'est du young adult.
Et c'est super important en fait, c'est vraiment super important. On l'a vu quelquefois, malheureusement, voilà, dans des faits divers, en fait, ces jeunes filles qu'on libère au bout de quelques années parce qu'elles étaient réduites à l'esclavage chez des gens. Et voilà, de le mettre sur papier, je trouve ça hyper parlant et ça peut peut-être sensibiliser plus de monde. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre vraiment fantastique et je vous recommande de tout cœur. Je vais maintenant vous parler d'une suite de sagas, donc il s'agit du tome 2 de Warcross, donc qui s'appelle La Revanche. Donc c'est un tome 2 et c'est le dernier tome de la saga, donc j'ai terminé Warcross. Alors, on reprend exactement là où on a quitté le petit groupe. Donc voilà, on se remet à suivre Emika juste... Voilà, juste là où on l'avait laissé. Il y a un super rythme dans ce livre. Clairement, dans ce tome 2, il n'y a pas de temps mort, il y a vachement de rythme. Il se passe plein de choses. Il y a un petit élément qui me dérange, mais je peux pas vous en parler parce que ce serait vous spoiler. Il y a vraiment un petit élément voilà, parce que c'est quelque chose auquel je n'adhère pas. Mais sinon, les personnages sont hyper forts. J'aime toujours autant. Moi, c'est vraiment Emika que j'ai toujours adoré. Et je la trouve géniale. C'est une gamine qui est forte, qui est courageuse, qui est intelligente, qui est indépendante. J'aime vraiment ce personnage en fait, elle est vraiment incroyable. Juste vite fait pour vous donner un petit peu l'univers, on est dans un monde où en fait ce qui domine c'est un petit peu les jeux en ligne, c'est-à-dire qu'on a tous des lunettes ou après des espèces de lentilles qui fait qu'en fait on vit à moitié dans le virtuel et à moitié dans le réel. Emika est chasseuse de primes dans le tome 1, donc elle retrouve des brigands, hein. Elle se débrouille comme elle peut parce qu'elle est orpheline, donc elle essaye de vivre comme elle peut. Et c'est surtout une hackeuse assez balèze quand même. Et un jour, elle va décider de hacker Warcross, qui est une énorme compétition justement de jeux en réseau, on va dire. Elle va décider de pirater Warcross. Elle va réussir à pirater Warcross le jour du lancement en fait de l'émission. Et suite à ça, elle va être embauchée par Hideo, qui est en fait le patron hein, au Japon de la filiale du jeu en fait, Hideo va l'engager en fait pour traquer les potentiels hackers, donc elle va devoir elle-même participer à Warcross pour guetter d'autres hackers. Je vous en dis pas vraiment beaucoup, même si on a l'impression que si, parce qu'en fait dans le tome 1 il se passe beaucoup plus de choses que ça. Là c'est juste pour vous donner un environnement. Donc on est vraiment dans un environnement geek, hein. On est vraiment dans du jeu en réseau, dans de l'informatique, encore plus dans le tome 2 clairement. D'ailleurs c'est pour ça il y a un truc auquel moi je n'ai pas adhéré. Je pense que Chris aurait kiffé parce qu'il arrête pas de me dire qu'un jour ça peut arriver. Mais clairement, voilà, ce côté-là m'a déplu. Mais je vous dis, j'ai quand même adoré ce tome parce que il est hyper rythmé. En fait, cette saga est vachement rythmée et vachement intéressante. Et ce personnage d'Emika, moi je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai aimé le fait que ça se passe à Tokyo, qu'on nous parle de certains quartiers, etc., même si tout n'est pas détaillé. Voilà, c'est vraiment une saga que moi j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que Marie-Lou a fait un bon boulot avec cette saga, et le fait que ce soit juste un diptyque, ce n'est pour moi que du positif, parce que ras-le-bol des trilogies. Donc voilà, le terminer en 2 tomes, c'était vraiment cool, et je suis très heureuse parce que j'attendais vraiment depuis longtemps ce tome 2, donc voilà. Pour moi c'est une toute petite déception pour ce petit truc là que j'ai pas aimé. C'est frustrant de pas pouvoir vous dire ce que c'est, que j'ai trouvé un petit peu too much on va dire, mais sinon c'était un super tome avec lequel je ne me suis pas ennuyée et à aucun moment j'ai eu envie de le reposer, hein. Donc voilà, comme quoi ce petit détail m'a gêné sur l'instant. M'a gêné oui et non, puisque finalement je me suis quand même largement éclatée, et voilà. Si vous n'avez pas essayé Warcross et que ce genre d'univers peut vous faire kiffer, franchement foncez. Parce que l'écriture de Marie-Lou et du coup de sa traductrice, je ne sais plus quel est son nom, son traducteur, donc Guillaume Fournier, est vachement efficace. Et du coup, il n'y a pas de temps mort et c'est vraiment cool. Voilà. Je vais maintenant vous parler de Nos vies en l'air, de Manon Fargeton aux éditions Rajo. C'est un roman, j'ai toujours le communiqué de presse dedans, c'est un roman qui est assez court, un contemporain, qui parle de 2 ados, Mina, c'est ça, ouais, Mina et Océan, qui vont se retrouver un soir sur le même toit d'un immeuble, parce que tous les deux souhaitent mettre fin à leur jour. Ils vont être là, voilà, et voilà, dans une petite conversation, ils vont se mettre d'accord dans le mood, on passe la nuit ensemble, on va faire des choses, hein, voilà, et on décide au petit matin de voir si réellement on met fin à nos jours ou pas, et dans ce cas-là, on revient ici, puis on fait ce qu'on a à faire. Ils vont partir du coup tous les deux arpenter les rues de Paris, c'était vachement intéressant et vachement sympa
bah quand on connaît Paris, c'est sympa en fait de revoir toutes les rues comme ça, c'était vraiment cool. Et ils vont se lancer des espèces de défis, chacun à leur tour, de faire quelque chose. Et c'est tout le temps de plus en plus dangereux, c'est-à-dire qu'on monte vraiment crescendo dans le danger, dans le danger et dans la mise en danger. Et voilà, ils vont se lancer un défi chacun, et nous, à travers tout ça, on va voir par rapport à des éléments vestimentaires de Mina. Elle va nous parler, je sais pas, de ses baskets, et nous expliquer l'histoire de ses baskets qui a un lien très précis avec une des raisons qui fait qu'elle a envie de mettre fin à ses jours. Ça c'est un truc que j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper pertinent en fait, parce que voilà, on nous met bien dès le départ, on nous explique bien au moment où elle est sur le toit, on nous décrit ce qu'elle porte, et je me disais tiens c'est bizarre, pourquoi on nous donne autant de détails, et en fait au fur et à mesure, alors je vous spoil pas, hein, ça se voit dans le roman par rapport à la construction, et en fait on voit que par exemple pour ces baskets, elle va expliquer pourquoi elles ont autant d'importance et pourquoi elle a choisi de les mettre ce jour-là, et du coup hop, on a un petit flashback dans le passé, comment elle a eu ces baskets, par qui, pourquoi, et ce qui en découle en fait. Et ça va être ça pour chaque chose qu'elle porte ce soir-là. Et c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais vraiment j'ai trouvé ça, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. J'ai beaucoup aimé Mina, vraiment, parce que même si elle est au bord du gouffre, c'est vraiment le cas de le dire, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle se laisse pas faire, et elle a quand même vachement de caractère, au point que même tu te dis, mais putain gamine, avec le caractère que t'as, pourquoi tu veux mettre fin à tes jours, réagis, fais quelque chose, t'en es capable en fait. Et c'est limite frustrant parce que t'as envie de la secouer, de lui dire mais voilà quoi. Océan, j'ai pas du tout aimé ce personnage, il est... Je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler parce que c'est vraiment pas quelqu'un que j'ai aimé. Il a des problèmes familiaux et effectivement, voilà, on comprend au fur et à mesure de l'histoire pourquoi il veut se suicider, même si je dis pas qu'il y a de bonnes raisons et de mauvaises raisons de se suicider, mais on comprend un peu moins bien, enfin personnellement en tout cas je comprends moins bien les raisons d'Océan que celles de Mina, et voilà, donc on les suit tous les deux, c'était sympa. Maintenant la fin m'a pas plu, voilà, je vais être honnête, la fin ne m'a pas plu, je vais pas vous dire ce que c'est, mais la fin ne m'a pas plu. C'est dommage parce que le reste du roman j'ai bien aimé, surtout Mina, en fait, très honnêtement, ce qui m'a fait aimer ce livre c'est Mina, parce que, je sais pas, Océan me dérangeait, j'avais vraiment du mal avec lui, alors que Mina est vraiment un personnage touchant, attachant, je vous dis, voilà, il y a un élément qu'on nous balance à la fin qui m'a un peu déstabilisée, et on nous laisse sur ça, et je me suis dit, bon, voilà. Mais c'est plutôt sympa la façon dont est traité le sujet. Ouais, j'ai bien aimé. Puis cette histoire de fringues avec ses flashbacks, moi j'ai beaucoup aimé, voilà, je cherchais à comprendre, c'est comme ça. En tout cas c'est un livre qui est vachement intéressant et qui peut plaire, le rythme est vachement sympa, ça se lit super vite. Comme d'habitude, de toute façon, la plume de Manon Fargeton est hyper efficace, c'est vraiment bien écrit, ça passe vraiment tout seul. Après on adhère ou on adhère pas à l'histoire, ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que cette autrice a une écriture vachement efficace et c'est mon mot ça aujourd'hui j'ai l'impression, et c'est plaisant en fait à lire, je l'ai lu très très vite, j'ai mis très longtemps à savoir ce que je pensais de ce livre, je l'ai terminé, je savais pas quoi en penser, je savais pas si j'avais aimé, je savais pas si j'avais pas aimé, maintenant je sais que voilà, j'ai adoré la partie qui concerne Mina, j'ai adoré le traitement de ce personnage, la façon dont elle est mise en avant, quand on nous explique pourquoi elle est là. Pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse, on parle quand même principalement de harcèlement scolaire dans ce livre, et on parle de difficultés familiales, mais c'est vrai que du coup voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Mina, et pour moi c'est le personnage qui porte le roman, c'est que mon avis, hein, parce que je pense que pour d'autres ce sera Océan, donc voilà. Donc voilà, pour moi le côté Mina était génial, le côté Océan m'a pas forcément plu, et par contre je sais d'office que j'ai pas aimé la fin, voilà, je voulais autre chose, mais c'est mon attente de lectrice, et c'est pas le choix de l'autrice, donc voilà, en tout cas, voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à le découvrir, c'est un livre qui se lit plutôt vite, et ça peut être pas mal, ça peut être plutôt chouette, et vous passerez je pense de toute façon un moment plutôt agréable en fait. Voilà. Je vais maintenant vous parler de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. J'ai tout bonnement adoré ce roman, réellement, j'ai adoré ce roman, c'était vraiment génial en fait. On suit Abby, alors le premier chapitre moi m'a complètement déstabilisée, on suit Abby qui est en voiture avec sa maman et en fait elles ont un accident de voiture et Abby va perdre un bras. On le sait tout de suite, hein. Et en fait l'histoire ça va être la reconstruction d'Abby.
Voilà, c'est tout. En fait, je veux pas vous en dire plus. Mais voilà, l'histoire, c'est ça. C'est la reconstruction d'Abby, l'impact que ça a sur sa famille, sur son père, sur sa mère, sur sa petite sœur, sur sa tante, qui est très présente et qui est complètement déjantée et que je trouve vraiment fascinante. Enfin, c'est un personnage qui est fascinant pour moi. J'ai adoré la façon dont Marie Pavlenko, elle traite ce sujet, en fait. Dans le sens où, vraiment, elle nous montre que chaque personne le vit différemment, que ça va impacter chaque membre de la famille, mais pas de la même façon. Le père qui va prendre ça de façon complètement... il souffre énormément, mais il va prendre ça sur le ton de la rigolade, il va tout le temps vanner sa fille. C'est totalement politiquement incorrect. Je vous assure que des fois, il lui sort des trucs. Genre, il y a un moment, elle arrive, mais je me suis tapé un fou rire, quoi. Elle arrive et il lui fait « Ah mon Dieu, ma fille n'a pas de bras !» Mais moi, j'en pouvais plus, tu vois. C'était terrible, c'était vraiment terrible. Et quand on lit la petite page de Marie Pavlenko à la fin où elle explique ce qui lui a inspiré ce roman. Pareil, la phrase qu'elle a sortie, elle, ce jour-là, était tellement politiquement incorrecte que c'est drôle, en fait. Et oui, certaines personnes pourraient être offusquées. « Oh mon Dieu, mais on dit pas ça !» Mais en fait, si, parce que ça dédramatise tout, en fait, et c'est génial. Voilà, sa mère, donc je parlais des personnages, sa mère qui elle a un peu mis sa vie de côté pour protéger sa fille, et sa petite sœur qui vit très très mal tout, bah voilà, tout ce qui est autour en fait de Abby, parce que pour elle, on a mis sa vie à elle de côté pour protéger sa sœur et elle le vit très très mal. Et c'est vrai qu'au départ tu te dis mais quelle gamine égoïste, mais putain ta sœur a perdu un bras, merde, enfin sois un peu plus, tu vois. Puis au bout d'un moment tu te mets à sa place et tu te dis ok, t'es une ado, tu te sens délaissée, peut-être que, tu vois. Et voilà, dans sa reconstruction, elle va rencontrer quelqu'un, re-rencontrer quelqu'un, elle va rencontrer une nouvelle passion, elle va rencontrer plein de choses et c'était magnifique, franchement c'était magnifique. Tu ressens plein d'émotions en fait, t'as des petits papillons dans le ventre, j'ai eu des énormes fous rires. C'est-à-dire que ce roman, en fait ce roman peut te faire passer du rire aux larmes et c'est assez incroyable. Parce qu'il va y avoir un moment où j'étais pétée de rire à cause des vannes qu'on lui sort et des choses qu'on peut lui sortir. Et même elle, au bout d'un moment, elle en rit de son handicap. Et c'est juste tellement drôle. Et puis il y a d'autres moments où il y a plein d'émotions. C'est pas de la tristesse, mais il y a plein d'émotions. Et où du coup, t'as des petits papillons, des petits nœuds dans le ventre. Et t'as envie d'avoir t'as limite une petite larmichette. Et ouais, ce roman, c'est une expérience à vivre. Voilà, c'est une expérience à vivre. Et je vous le recommande, mais tellement, tellement, tellement. Il est beau en fait, il est vraiment beau et moi j'ai vraiment adoré, franchement j'ai adoré la façon dont c'est fait, j'ai adoré les raisons qui ont poussé Marie Pavlenko à écrire ce livre. Voilà, je peux pas vous dire autre chose que juste ça, il faut lire ce livre, c'était beau, c'était... Voilà, c'était vraiment génial, vraiment, et je comprends que tout le monde ait un bel engouement pour ce roman, mais sincèrement, n'ayez pas peur du fait que tout le monde l'aime, n'ayez pas peur du fait que vous le voyez beaucoup, juste foncez et faites confiance aux autres. Ce livre, voilà, il vaut le détour en fait, vraiment il vaut le détour. Je vais maintenant vous parler d'un album, donc Le Voyage de Chihiro, qui est du coup à la base le film de... Hayao Miyazaki. C'est un film d'animation que personnellement j'adore, c'est un de mes préférés de Miyazaki, et c'est vrai que quand j'ai vu que Glénat les proposait en album, bah foncé, je me le suis lu hier soir et oh là là, quelle bulle de tendresse et d'émotion, c'était juste génial. Je vais vous montrer quelques planches. Alors c'est c'est exactement le dessin animé, hein, c'est l'album du dessin animé, donc c'est la même chose. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire du voyage de Chihiro, on suit du coup Chihiro qui déménage, donc elle est en voiture avec ses parents. Ils vont s'arrêter dans une espèce de forêt, et il y a un pont, en fait, un espèce de tunnel plutôt, et sa famille et elle vont rentrer dans le tunnel. Ils vont arriver dans un autre univers, un nouveau monde qu'ils ne connaissent pas et qui n'est pas le leur. Ses parents vont trouver à manger, ils vont décider de se mettre à manger en mode « Ah, on paiera plus tard ». Et Chihiro va continuer son périple, et elle en fait elle sent qu'il y a un truc et elle est pas très à l'aise, donc elle retourne chercher ses parents, et là ses parents se sont transformés en cochons. Voilà. De là, Chihiro va se mettre à vivre des choses assez incroyables dans une maison assez incroyable, la maison des bains, où elle va être embauchée par Yababa, qui est une sorcière un peu bizarre, et où tous les êtres sont bizarres. Je vais pas vous en dire plus, mais sincèrement c'est une histoire à découvrir. De toute façon tout l'univers de Miyazaki est à découvrir pour moi, mais là leur découvrir en album c'était c'était cool en fait, et je me dis partager ça avec des gamins c'est génial. Et du coup je suis super triste de plus faire d'atelier
à l'école en fait, parce que ça aurait été génial en fait à partager avec les gamins de grande section de maternelle et tout, ça aurait été juste génial. Donc si vous ne connaissez pas encore l'histoire du voyage de Chihiro, je vous conseille très 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 fortement de découvrir soit les animés, soit le manga, soit la version album qui est juste magnifique. Et il y a bientôt celui de Princesse Mononoke qui sort et je suis en mode surexcitation. Donc j'ai hâte de lire celui de Princesse Mononoke et de vous en parler. Le dernier ouvrage dont je voudrais vous parler, c'est celui-ci qui s'appelle Les Contes mécaniques de Loïc Malnati, donc qui s'appelle Silence. C'est un album qui regroupe 2 contes. Loïc Malnati est un dessinateur, il est également tatoueur et en fait on peut retrouver un peu ces univers là au niveau de ses tatouages, mais en fait ce qui m'a fait acheter cet ouvrage c'est clairement les dessins. Donc je l'ai lu, hein, j'ai lu les 2 contes dont je vais pas vraiment vous parler, j'ai juste envie de vous montrer les dessins voilà, qui sont sublimes. Normalement vous allez voir cet album dans une autre vidéo, voilà, avec de temps en temps du noir et blanc et des touches de couleurs. Alors on a 2 contes. On a un conte, enfin j'ai pas trop, en fait voilà, il y a 2 contes dans ce recueil. J'ai pas trop aimé le premier, je me souviens plus tellement bien de l'histoire, je sais que les dessins m'ont fasciné, mais j'ai pas trop adhéré au premier. Par contre le deuxième, j'ai trouvé ça fantastique. C'est l'histoire d'un couple qui s'aime depuis très longtemps et ils commencent à être très vieux et ils vont devoir être séparés par la mort bien sûr. Quand la femme meurt, elle demande à son mari d'arroser sa plante, ce qu'il va faire tous les jours pendant le reste de sa vie, même si tout le monde le prend pour un fou. Je vous laisse découvrir pourquoi on le prend pour un fou. Et à partir du moment où il commence à arroser cette plante, il a le sentiment de continuer à voir sa femme et à partager des choses avec sa femme. C'est quelque chose qui est magnifique, qui est plein d'amour, qui est plein de... C'était sublime. Franchement, le deuxième conte est sublime, je l'ai adoré. Les dessins de ce deuxième conte sont tout aussi merveilleux. Alors vous avez vu, on est dans un côté assez mécanique. C'est vraiment très très beau en fait. Voilà. C'est vraiment très très beau. Je suis littéralement tombée amoureuse des dessins de l'auteur de ce roman. De l'auteur de ce livre. À la fin vous avez quelques dessins. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, particulièrement le deuxième conte. Le premier c'est plus métaphorique et tout, donc c'est un peu moins mon délire, mais ouais, c'était vraiment chouette. Et c'est édité chez Paquet, voilà. Je suis vraiment tombée complètement dessus par hasard, hein, parce que j'en avais absolument jamais entendu parler, mais ça me fait super plaisir de vous en parler, et si jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire en fait. Et voilà. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez peut-être découvert des titres, même si effectivement ce sont des titres que vous avez peut-être vus un peu partout, puisque c'est un peu des nouveautés du moment. Les gros à retenir, je pense, de cette vidéo, clairement, c'est La Proie, qui est juste incroyable, et Un si petit oiseau. Voilà, ces 2 titres-là, pour moi, sont vraiment des titres à mettre dans sa wishlist et à découvrir. Mais vraiment, ils sont incroyables. Voilà. Du coup, voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a fait passer un bon moment. Et puis voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.